Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bienvenue dans Les Grains de Sable, la capsule qui égrène le Sandman de Neil Gaiman. Je suis Jean Voca et je relis l'œuvre pour l'occasion et je suis accompagné de Zef qui lui la découvre et ensemble nous allons retraverser l'œuvre dans son entier. Ça nous prendra le temps que ça prendra, mais on ira au bout. Et aujourd'hui, on arrive au numéro 5, 6 et 7, oui, un épisode chargé puisqu'on va traiter 3 issues si on peut dans cet épisode. Il s'agit en fait d'un arc en 3 parties qui est la conclusion finalement de ce qui a été abordé dès le tout premier épisode, puisque après avoir retrouvé sa bourse, son casque, il est temps pour Sandman de récupérer son rubis qui est en possession de John Dee alias le Docteur Destin, et dans ces 3 numéros ils vont s'affronter. Ces 3 numéros sont donc parus en mai, juin, juillet 1989. Les titres sont Passagers, 24 heures et Le bruit et la fureur. Ils sont dessinés par Sam Kiss pour le numéro 5 et ensuite on change de dessinateur à partir du 6. Il est remplacé par Mike Dringenberg. À l'ancrage on a toujours Malcolm Jones 3 et aux couleurs Daniel Vozzo. Alors c'est parti pour le premier de ces 3 épisodes, donc Passagers, où on retrouve John Dee, toujours enfermé à Arkham, et qui est dans une grande discussion avec l'épouvantail le jour du 1er avril. Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que pour le coup là, je fais un parallèle tout avec la série, parce que tout cet épisode-là sur la série est un peu différent, parce qu'il n'y a pas du tout d'épouvantail, il n'y a pas du tout d'Arkham, parce que le DC a complètement été wipe de l'épisode et de la série. Mais du coup c'est intéressant de mettre Dee face au Scarecrow qui est le champion des fous entre guillemets, ou celui qui rend fou les gens. C'est un parallèle intéressant, et surtout que là il est vraiment dans une position qui est assez intéressante. Il s'est pendu, enfin faussement pendu en tout cas, pour faire peur aux gardes, ce qui est intéressant dans le style. Et je trouve que leur discussion elle est assez profonde. Mine de rien, on a l'impression qu'il y a un docteur et un patient qui s'échangent un peu leur vision du monde, et surtout il y a une forme sur la fin de l'arc entièrement, il y a un échange contraire qui se fait, qui est assez intéressant. Parce que là, du coup, le Scarecrow dit à John Dee, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire une fois dehors? Donc John Dee lui explique qu'il va rendre les gens fous et qu'il a envie de se barrer, et ainsi de suite. Et sur la fin de leur discussion, il dit, de toute façon, tu reviendras, on revient tous à la maison, on revient tous ici à un moment ou à un autre. Et ça, c'est super intéressant comme point de vue, je trouve. Absolument. Et donc il s'évade. Et il s'évade tout simplement, rapidement et simplement. C'est pas expliqué du comment, du pourquoi. Non. Je suis même pas sûr qu'on ait vraiment besoin de le savoir, mais c'est marrant en fait. Oui, en fait, je crois que c'est ça, c'est qu'on a besoin qu'il s'échappe, qu'il aille faire son plan, donc on s'attarde pas dessus. Ouais. C'est pas la... Puis Arkham, les gens s'échappent. Quoi qu'il arrive, c'est acté quoi. De toute façon, c'est acté. Hein. Il le dit, l'épouvantail, on s'échappe, mais on revient. Oui, voilà. C'est ça. Et donc, il s'échappe. Et ensuite, on passe à une séquence qui tranche complètement, d'ailleurs même en termes de dessin, puisqu'on se retrouve dans le monde d'Apocalypse. Donc on découvre dans Apocalypse Scott Free, le personnage de Scott Free, en train de vivre un cauchemar. Il est torturé, il s'échappe toujours de justesse. Scott Free, en fait, c'est Mister Miracle, un personnage des New Gods, donc un personnage important dans l'univers d'ici. Dont le principe c'est qu'il arrive toujours à s'évader des pires endroits, sauf que là il est prisonnier d'un cauchemar manifestement, dont il va se réveiller sauvé par Dream qui vient le voir. Et pourquoi Dream vient le voir? Parce que Dream est à la recherche lui aussi du rubis. Oui, d'ailleurs, du rubis qui est nommé par John Dee lors de la discussion avec le Scarecrow, c'est le Matéropticon. Qui est donc la pierre du rêve, qui est apparue qui a été retcon par Neil Gaiman dans cet épisode à cause de ça, parce qu'elle était à la base, c'était je crois une pierre qui était utilisée pour autre chose dans une autre machine par un autre personnage. Je suis pas allé chercher plus loin que ça, mais du coup il l'utilise et il le resitue pour son univers en même temps que le rubis qui contient le pouvoir de Dream en fait. Mais c'était déjà John Dee, hein, Docteur Destin, le méchant de l'ancienne Justice League, qui se servait du Matéropticon. C'est très bizarre à prononcer. Ouais, c'est marrant. Matéropticon. Et c'était déjà John Dee en fait.
D'accord, mais c'est pas le même personnage de John Dee, parce qu'en fait, quand je suis allé voir vite fait la fiche du Mater Opticon, il disait que ça a été retcon dans cet épisode par Neil Gaiman, justement pour le transformer en tant que Pierre de Dream. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, c'était déjà John Dee, mais on ne nous disait pas que le rubis venait du monde du rêve, était une émanation de Dream, et c'est ça qui est de retcon en fait, c'est là qu'on nous explique cet aspect. Super, ça. Et donc Dream vient voir Scott Free pour lui demander, justement en vertu du fait qu'ils ont affronté le Docteur Destin dans le passé, qu'est-ce que vous avez fait du rubis, quoi. Ouais, tout simplement. Et au long de l'épisode, là j'anticipe un peu, on va voir Dream aller rendre visite à Martian Manhunter, qui va lui indiquer où se trouve le rubis, à savoir dans un vieil entrepôt. C'est assez drôle quand on y pense, que des objets de cet ordre, cette puissance finissent dans un vieil entrepôt. C'est très Indiana Jones-like. Moi j'aime beaucoup. Ce qui est cool quand même, c'est justement lors de cette phase de il cherche avec Scott Free où ça peut être, et ainsi de suite. L'autre est en train de chercher dans leur cran d'ordinateur de la Justice League internationale. Il fait la référence de qui pourrait savoir, et il drop Batman un peu au milieu en disant on pourrait demander à Batman. 3h30 du matin, non, il est au travail. Qu'est-ce qu'on peut voir? Et c'est trop marrant comme scène. Et parallèlement à l'avancée de Dream en direction du rubis, eh bien, on a évidemment aussi John Dee qui veut aller retrouver ce rubis. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en otage une jeune conductrice du nom de Rosemary. Oui. Et tout au long de l'épisode seront entrecoupées les avancées de Dream et le parcours de John Dee avec cette jeune Rosemary. Ce sont des scènes étranges et en même temps touchantes. Il y a un gros syndrome de Stockholm en fait, c'est qu'au début elle est en mode mec, si tu me tues, si tu me fais du mal, mon mari, la mafia, il va te tuer et tout. Et il dit c'est vrai, non, je sais même pas pourquoi je dis ça, désolé. En vrai je suis énervé, mais voilà. Et en fait elle commence à lui proposer des vêtements parce qu'il est à poil, un sandwich parce qu'il doit avoir faim, et il lui répond que non, il mange jamais ou un truc comme ça. Et effectivement, je trouve que cette phase de passager, parce que c'est vraiment le titre de l'épisode et c'est vraiment ça pour le coup, elle est ultra importante pour la suite, et j'ai pas la mémoire assez fraîche pour me dire est-ce que dans la série cet épisode est... Je sais qu'il y est, parce que je me souviens très bien de la fin, de quand il la laisse, lorsque lui part de la voiture, et en fait je me souviens qu'il discute de ce qu'il veut faire et de ce qu'il va chercher et ainsi de suite, mais je me souvenais pas de l'importance de cette discussion pour comprendre l'épisode d'après, parce que je me souviens que dans la série, l'épisode d'après, j'étais en mode je vois qu'il y a du génie, mais je ne comprends pas pourquoi c'est là en fait. Et là c'est assez important en fait pour le coup. Oui, parce qu'effectivement dans la voiture, Dee va expliquer à Rosemary de manière assez précise la nature du rubis et des rêves. Il dit, je cite, les rêves sont réels. Oui. Le rubis les matérialise et contrôle les rêves partout dans le monde, de tout le monde. Et Dee a modifié le rubis, il y a créé des défauts pour l'isoler de sa source d'énergie première, être ou phénomène. Et en fait, il finit par dire, je trouve ça très beau, en fait ce n'est pas un rubis, c'est un rêve solide, le seul que j'ai. Plus personne ne peut l'utiliser, excepté moi. C'est ce qui est ultra fort, c'est qu'il s'est approprié du coup et le rubis et le pouvoir qui est à l'intérieur, qui lui appartient pas à la base, mais effectivement le fait de l'avoir travaillé, isolé, détruit, abîmé, en fait ça l'a rendu un peu comme lui. Parce que j'imagine qu'à la base ce rubis il est parfait comme Dream l'a pensé, conçu, donc Dream étant un dieu, il est parfait comme il l'est lui-même, donc à son image, donc il a investi son pouvoir dedans, et John Dee qui est humain, donc qui est imparfait, qui est en plus complètement désaxé en fait, l'a travaillé pour le rendre comme lui-même en fait. Et du coup je trouve que cette transformation qui est faite pour rendre le rubis aussi imparfait que lui, aussi barge que lui, je trouve que l'idée elle est complètement trop cool quoi. Je veux dire, et il l'a travaillé avec, il lui dit radioactivité, il a tout fait, hein, il a balancé tout ce qu'il voulait dedans. Et donc Sandman et Scott vont voir le Martian Manhunter parallèlement, et là il se passe un truc aussi important, c'est que quand Martian Manhunter voit Sandman, il le reconnaît instantanément comme un vieux dieu de sa propre culture, un dieu nommé
Elzoril. Elzoril. Et on voit son apparence, qui est du coup une apparence différente, ce qui renvoie au passage avec la jeune femme emprisonnée en enfer. Qui est dans l'épisode 4, il y avait cette jeune femme qui voyait Sandman sous un autre aspect et qui lui donnait un autre nom. Donc c'est encore une façon pour Neil Gaiman de nous poser l'universalité de Sandman, quoi. C'est pas, ah oui, clairement, pas... il est un dieu, donc il est présent partout dans toutes les cultures, et parce que le rêve est présent dans toutes les cultures, il est forcément là, quoi. Et donc on le savait déjà sur Terre par rapport à cette jeune femme en enfer, et maintenant Neil Gaiman en profite pour étendre à l'univers entier, puisque chez les Martiens, on le reconnaît aussi comme une divinité. Donc ça appuie complètement son caractère universel. Et ce qui est incroyable du coup, parce qu'on n'en prend pas forcément, on n'en prend pas forcément conscience en le voyant comme ça, mais autant il y a des dieux dans l'univers d'ici qui sont partout, quoi. Je veux dire, t'as vraiment, enfin là évidemment j'en ai pas en tête quand je dis ça, mais ils sont pas connus de toutes les cultures. Si je fais un parallèle avec Marvel, il y a Odin qui est un dieu et qui finalement n'existe que dans une certaine culture. Autant Dream là, il existe absolument dans toutes les cultures, sur toutes les planètes, parce que effectivement le rêve est une forme de, une chose classique qui devrait exister partout quand on dort. Et ou ne serait-ce que quand on rêve de quelque chose, dans le sens où on se projette sur quelque chose qu'on souhaite. On l'a vu en enfer. Mais l'idée du coup, c'est de se dire, ça devient une des personnes, une des entités les plus puissantes de tout DC Universe. Absolument. C'est incroyable parce que, alors lui et du coup tous les autres c'est frères et sœurs, parce qu'ils sont du même acabit en fait, Desire, Death et ainsi de suite. Mais pour le coup, faut juste prendre la méta du truc en disant il est au-dessus de tout le reste. Vraiment, cette famille-là est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer en termes de puissance, de présence et de connaissance en fait. D'ailleurs, le terme qu'utilise Neil Gaiman, qui n'est pas encore apparu dans la série à ce moment-là, d'ailleurs, c'est pas Dieu, c'est infini. Oui, infinité. Ce sont les infinis. Ouais, complètement. C'est au-delà, c'est au-dessus, c'est encore plus que des dieux, quoi. Est-ce que les dieux, finalement, là tu me fais partir en live, mais est-ce que les dieux, finalement, c'est pas des émanations des rêves, des différentes cultures, des différents humains? C'est faux, les humains ont créé les dieux parce qu'ils ont rêvé de quelque chose au-dessus d'eux et ainsi de suite. Et par extension, ça peut être... Sandman est encore largement au-dessus d'eux. Oh là, violence. Ça démarre fort. Hein. Une fois qu'ils ont identifié le lieu de l'entrepôt, Sandman va faire ce qu'il avait déjà fait dans le premier épisode. Il va chevaucher les rêves pour se rendre à l'entrepôt, ce qui donne lieu à une planche incroyable, sublime, qui est très exactement ce qu'il faisait dans le 1 juste après s'être échappé, et qui fait un parallèle au niveau du titre en disant, puisqu'on a John Dee qui est passager dans la voiture de Rosemary, et lui est passager des rêves, avec cette très belle phrase en français, je la cite du coup, mais dans vos rêves, mes enfants endormis, vous aviez un passager et vous n'en avez rien su. Voilà. L'intro elle est ouf, c'est vraiment je suis passager, je bouge à travers je traverse les rêves et je ride your dreams, c'est vraiment I'm riding your dreams, c'est incroyable. C'est marrant parce que du coup le clin d'œil sur John Dee et Rosemary dans la voiture, c'est qu'à un moment il passe devant un truc de cinéma où il passe le film de Night of the Living Dead. J'ai trouvé ça trop drôle. Sachant que oui, il a clairement une allure de zombie. Ah bah clairement, c'est un zombie. On l'a pas redit, mais il a vraiment un look de zombie. Et ce qui est cool, parce que dans la série, c'est vraiment un humain classique. Enfin, il a encore. Tu sens que c'est quelqu'un qui a été dans un asile enfermé, ainsi de suite, mais il a encore une tête complètement normale. Et là, vraiment, il sort de tous les tropes. Il ressemble à ce qu'il devrait ressembler après avoir passé des années dans un asile non nourri et maltraité, quoi. Et juste au petite chose à noter dans cette très belle planche où il traverse les rêves, c'est qu'au passage, on apprend que les animaux rêvent aussi. Bien sûr. Et que la réincarnation est effective dans cet univers, puisqu'on a un chien qui rêve d'un souvenir où il était capitaine de bateau, je crois. Ouais, trop bien. Il y a un pirate, je crois. Un pirate, voilà. Donc voilà, au passage, un petit coin d'univers. C'est tellement cool. C'est incroyable. Et donc, dernière séquence de l'épisode, on arrive à l'entrepôt, dernière pas tout à fait, Sandman y arrive en premier, grâce à son chevauchement des rêves, et il trouve le rubis tout de suite, mais
tel que John Dee avait prévenu dans la voiture, finalement, le rubis, il a été altéré. Il n'y a plus que John Dee qui peut s'en servir. Et quand Sandman le touche, il prend un choc et il perd connaissance immédiatement. Évidemment, parce qu'il n'est plus fait pour lui. D'ailleurs, on a une demi-planche de l'entrepôt avec plein de trucs posés, un peu une tentacule, des dessins et ainsi de suite. Je n'ai pas les refs, mais j'imagine qu'il y a, comme c'est un truc de storage de la GLI, j'imagine qu'il y a des refs là-dedans qui devraient être référencés des autres univers de DC, donc ça va être assez fun. Alors c'est sûr, j'ai pas tout cherché, j'en ai reconnu un à droite, je sais plus son nom, mais à droite dans la truc de verre, c'est un synthézoïde, je crois que ça s'appelle, c'est ça, ouais. qui était un méchant. Donc un androïde qui pouvait prendre tous les pouvoirs de la JLA. Trop bien. C'est le seul que j'ai reconnu, j'avoue que j'ai pas cherché. Je m'imagine qu'il y a la tentacule de la créature de l'espace, là, je sais plus comment elle s'appelle. Du premier numéro, enfin c'est la pieuvre géante. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est pour le fun du truc, quoi, clairement. Donc juste après que Sandman ait perdu connaissance, on a John Dee qui arrive, qui se fait déposer par sa passagère, ouais. pour une fin qui est affreuse, qui est terriblement cruelle, puisqu'il la bat. Oui, il la tue, froidement. tout simplement. Et en fait, c'est marrant parce que là, il y a un truc qui change de l'épisode de Netflix, c'est que il discute avec elle, il dit merci de m'avoir déposé, c'était cool et tout. Est-ce que ton mari était vraiment de la mafia? Et elle lui dit oh non, pas du tout. J'ai dit ça parce que j'avais peur que vous fassiez quelque chose de dangereux. Il est juste c'est juste un prof. Et le gars lui répond bon bah tant pis. Je suis pas surpris. J'imagine que ça aurait rien changé quoi qu'il arrive à la fin. Et il la tue. Et dans la série, il me semble qu'en fait, comme elle lui a menti. Il fait un gros deal de ça en mode pourquoi tu mens en fait, faut pas mentir, c'est pas bien de mentir, ça mérite la mort, et c'est là qu'il la tue. Et du coup je suis un peu en mode quoi qu'il arrive il l'aurait tué là, et ça prend plus de sens dans le personnage parce que c'est ce qu'il dit en fait, il veut faire souffrir les gens, les tuer et ainsi de suite, et les rendre fous et devenir le roi des fous et des morts, et du coup là ça prend vachement plus de sens que dans la série. Mais c'est bon, j'ai l'impression dans la série ils ont essayé d'adoucir un peu le personnage pour lui donner un peu plus le rendre un peu plus gentil, j'ai l'impression. Mais ouais. Oui, tandis que là, enfin, moi, j'ai pas vu la série, mais là, je trouve que, la puissance de la scène, elle vient de là. C'est que il y a eu un échange qu'on a vraiment trouvé sympathique, et il a vraiment aucune raison de la tuer, et juste il la tue. Ça, c'est une cruauté infinie. Bref. Il rentre dans l'entrepôt, il récupère son rubis, qui est devenu, nous dit-on, encore plus puissant à cause du contact qu'il vient d'avoir avec Morphée. Et donc il va mettre son plan à exécution, qui est donc ronge leur cœur et pollue leurs rêves, crève leurs cauchemars au jour et crève leurs cauchemars au jour et souille leur sommeil de chair de poule. Putain. Donc voilà, c'est son programme pour la suite, et on le voit entrer donc dans un diner qui annonce qu'il est ouvert 24 heures sur 24. Il demande un café. En attendant quoi? Lui demande la serveuse. Oh ma foi, toujours pareil, la fin du monde. Waiting the end of the world. Tellement bien. Et donc on arrive à un épisode très très puissant, c'est le deuxième épisode de cet arc qui s'appelle 24 heures, qui va se passer dans ce dîner, qui va se durer durant 24 heures. C'est un épisode qui m'a profondément marqué, et qui est aussi une pierre angulaire pour Neil Gaiman lui-même. Dans les entretiens, dans l'édition française, il y a des entretiens à la fin du volume où il parle un peu de son processus de création, et des choses très intéressantes. Et notamment, à propos du 6, il dit si le numéro 6 a été important pour moi, c'est parce que pour la première fois, je comprenais à un niveau émotionnel et plus simplement au niveau intellectuel que j'écrivais une histoire sur les histoires. Oh là là, tellement cool. Et en vrai, il le fait bien penser, bien passer dans cet épisode-là, en expliquant que tout ce qui va se passer, c'est du matériel pour les écrivains et pour se construire soi-même des histoires et des émotions, quoi. On l'avait déjà noté que Dream est le seigneur des rêves, mais que Neil Gaiman il fait un lien. En fait, c'est le prince des contes, c'est aussi le maître des histoires, quoi. Et donc tout le sujet de l'œuvre, c'est de parler des histoires. Donc ce numéro s'ouvre donc le matin, dans le dîner, en ouverture, on a une présentation du personnage de Beth qui va servir le café et va présenter différents personnages, et on va finir sur John Dee qui est là dans un coin et qui va mettre son plan à exécution. Et j'aimerais vraiment revenir m'attarder un peu sur le personnage de Beth Monroe. Donc là, c'est un personnage qui m'a
profondément marqué. Elle apparaît que dans cet épisode. Elle a pas beaucoup d'action, mais c'est un personnage. Quand je repense à l'ensemble du Sandman, ça fait partie des personnages qui me viennent en tête. Ah, c'est marrant. Très très vite. Je suis assez d'accord là-dessus et je comprends pourquoi. Et même dans la série, maintenant que je comprends l'objet de cet épisode-là, je comprends pourquoi elle est assez importante. Elle est bien mise en valeur, je trouve. Franchement, regarde cet épisode, si tu n'en regarder qu'un. Et peut-être un des suivants dont on parlera, mais celui-ci du coup il prend une force assez folle et en plus elle est bien mise en avant parce que c'est elle la narratrice tout du long en fait. Voilà, donc cette présentation de ce personnage, moi je trouve que c'est vraiment un petit chef-d'œuvre d'orfèvrerie. C'est incroyable. Donc c'est la serveuse, mais en fait elle est écrivain. Et c'est véritablement une profession de foi de l'écrivain que nous fait là Neil Gaiman en disant que c'est ça qui la tient debout, c'est ça qui lui permet de supporter sa vie de serveuse. Il y a une construction en miroir que je trouve absolument passionnante, c'est-à-dire qu'elle est la serveuse qui a pour secret d'être en fait une écrivaine et elle s'imagine qu'elle deviendra célèbre et qu'elle deviendra l'écrivaine qui a pour secret d'avoir été réellement une serveuse. C'est trop bien putain. Donc, la force du truc. C'est ça, donc ça déjà c'est génial. Il y a une ambiguïté aussi que je trouve absolument passionnante dans la description du personnage, c'est que d'un côté il y a ce côté très beau de cette profession de foi de l'écriture, et en même temps elle a un côté redneck, homophobe, conservatrice, oui complètement, ouais. qui veut écrire des fins heureuses un peu gnangnan pour tout le monde. Et pareil sur la question des fins heureuses un peu gnangnan pour tout le monde, c'est ambivalent parce qu'en même temps il y a ce côté un peu gnangnan et en même temps c'est beau, c'est touchant, c'est noble de vouloir au fond que tout le monde soit heureux, que tout finisse bien pour tout le monde. Et il y a une clairvoyance absolument merveilleuse quand Neil Gaiman parle des histoires qu'il a écrites et qu'il dit « Toutes les histoires de Beth finissent bien parce qu'elle sait où s'arrêter. Elle a compris le vrai problème des histoires. Menée trop loin, elle s'achève toujours dans la mort. » Oh putain, c'est vraiment stylé. Ah, c'est vraiment cool. Mais l'idée est trop bien parce que elle rêve, tu vois, de devenir une écrivaine connue, que quelqu'un la remarque et que machin et tout, alors qu'en fait elle fait dire ces trucs à personne, qu'elle a ça dans un coin, donc c'est un rêve caché et on est encore dans le thème quoi. C'est vraiment du pur. Exactement. Ouais, pur. Et puis on revient, je l'avais déjà noté dès le premier épisode, que cette façon qu'a Neil Gaiman des fois en quelques phrases de poser un destin complet, un personnage complet, et c'est quelque chose qu'il fait de manière très très régulière durant toute l'œuvre. Et là c'est encore un exemple. Voilà, cette bête on la reverra pas par la suite, mais elle est posée et elle existe. Et vraiment moi c'est un personnage qui m'est resté. Je la trouve tellement bien caractérisée en quelques lignes et ce qu'elle apporte symboliquement. Enfin c'est vraiment. Voilà, je suis là pour vous parler de ce que c'est les histoires, de ce que font les histoires, de la force qu'ont les histoires. Voilà. Et donc, au niveau de la galerie de personnages qu'on va découvrir, on a la jeune Judy, une jeune femme qui va vraisemblablement pas bien. Elle est en train de se séparer de son amie, de sa copine. Elle a eu elle s'est disputée avec sa copine, ouais. Et du coup, elle a plus de nouvelles d'elle, donc elle est inquiète. Voilà, on a un jeune homme qui est très stressé en attendant son entretien d'embauche. Ouais. On a le couple des Fletcher, dont Beth pense qu'ils sont très amoureux, malgré que les gens disent que il l'aurait épousé que pour son argent ou l'inverse, mais voilà, c'est pas très clair. Et puis il y a, ce sera éclairci plus tard, et puis il y a le personnage de comment il s'appelle, c'est pas Harry, non, c'est qui? C'est Marsh, oui, c'est ça. Marsh qui est un vieil ami, un vieux client de Beth Monroe. On comprend que sa femme est décédée. Marsha. En fait, là, à ce moment-là, je me demandais, est-ce que c'est elle qui a écrit cette histoire en pensant elle a nommé sa femme Marsha, ou est-ce que c'est vrai de la vérité? Mais c'est fou. Et oui, et je pense que sa vérité, c'est aussi une façon de dire que des fois dans la vie, il se passe des trucs. Ouais. Et donc sa femme est morte d'alcoolisme. Lui, du coup, il boit toujours pas mal. Et puis on sent qu'il y a il y a quelque chose entre Beth et lui, parce qu'il habite plus dans le coin, mais il vient encore de temps en temps prendre son café. Oui, puis il lui demande à quelle heure elle finit. Il demande à quelle heure elle finit. Mais c'est marrant parce que là, il y a pas mal déjà de changements par rapport à l'épisode Netflix. Le couple, c'est pas exactement ce couple-là. Il y a pas mal de choses qui changent. C'est un couple qui s'est fait au bureau, mais c'est Beth qui les a fait rencontrer, je crois. Et lui, du coup, a été promu parce qu'il sort avec la patronne. Il y a un truc du genre, en fait. Il y a un peu plus d'imbrication dans les histoires qui expliquent d'autres choses. Mais c'est intéressant.
Et comme tu le disais très bien, donc elle observe tous ces gens, et ce qui sont pour elle, elle le formule comme ça, en fait, ce ne sont pas seulement des clients, ce sont du matériau brut pour ces histoires, pour écrire. Une petite parenthèse, donc on a changé de dessinateur. Oui. On a changé radicalement de style. Après Sam Kiss, qui a quelque chose de très flamboyant et d'assez rond, je dirais. On arrive là avec Mike Diegenberg, qui a un trait beaucoup plus dur, beaucoup plus anguleux, qui je trouve correspond très très bien à l'épisode et à ce qui va suivre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça fonctionne. En vrai, ça m'a pas choqué plus que ça. J'ai vu qu'il y avait un changement, mais je trouve que le style était toujours aussi bon et que dans l'idée, ça représentait bien ce qu'on voulait. Puis là, surtout le début, il y a des traits posés, quoi, très clairs, très clean. Donc les personnages sont classiques, beaux, j'ai envie de dire, parce que ressemblent un peu à Monsieur Tout le Monde. Donc ça marche bien, quoi. Ce que j'aime bien dans son style, même si j'aime beaucoup l'autre, mais par exemple, je trouve que dans le style de Sam Kiss, il y a quelque chose de toujours de l'ordre d'un peu fantastique, même quand il va faire des scènes quotidiennes, il y a quelque chose d'un peu flamboyant, tout le temps ça marche d'enfer sur l'épisode 4, bien sûr. Enfer, sans jeu de mots. Ce style de dessin-là qu'on a maintenant a quelque chose de plus réaliste. Quand on est dans la réalité du dîner, au début, c'est plus réaliste, et donc le surgissement du fantastique et concrètement de l'horreur à l'intérieur est d'autant plus dérangeant et d'autant plus fort. Donc après ce tour de cette galerie de personnages, on arrive sur John Dee qui est dans un coin. Ouais, alors juste avant, on voit pas mal, et on le verra au fur et à mesure, de pendules qui sont déjà un peu placées avec les heures qui sont placées un peu partout dans le diner. Évidemment, ça a son importance avec un épisode qui est marqué, dont le titre est 24 heures. Il y a juste un truc, je sais pas si tu le sais, mais j'imagine que c'est trop chelou, mais à un moment, Beth, quand elle prend les commandes, on la voit noter quelque chose sur son carnet, et elle note très précisément 10 245. Et je sais pas si c'est une ref ou quelque chose, mais c'est tellement clean et bien noté que je me dis peut-être que ça a un... Alors je sais pas. D'accord, ok, non, mais c'est comme... Et tu vois le coup de la pendule en enfer, je sais pas si tu te rappelles, j'avais dit à un moment, il y a une pendule et elle revient. Elle revient là. Elle revient, je l'ai vu. Et sous une autre forme. Et j'ai toujours pas de... Voilà, on en appelle à des gens qui auraient plongé encore plus que nous dans le truc. Qu'est-ce que c'est que cette pendule ? Je sais pas si elle revient encore, si ça se trouve. Du coup, j'ai hâte de le voir. Donc, ensuite, le déroulé de l'épisode, Dee va mettre son plan à exécution, c'est-à-dire qu'il va les rendre fous peu à peu. Au fur et à mesure que les heures passent, on va s'enfoncer littéralement dans un cauchemar de plus en plus malaisant, malaisant pour le lecteur. Hein. Ouais, clairement. Eux s'en rendent pas compte, ils ont l'impression que c'est un truc classique. Mais... Voilà, donc un coup ils se battent, un coup ils le portent en triomphe. À un moment donné, on a le jeune homme qui se coupe le doigt et qui le donne à manger à John Dee. Donc il y a vraiment des scènes qui... Et plus ça avance, on nous donne les heures qui passent, plus ça avance, pire c'est. C'est vraiment très gênant. Et aux infos, on apprend qu'en fait, on est sur un effet... c'est un effet de littérature, de forme littéraire, le nom m'échappe, mais... où tu montres un petit aspect pour dire que ça arrive partout. D'accord. C'est-à-dire que les infos nous informent que ce qui est en train de se passer dans le dîner est enfin arrivé ça amplifie partout. En fait partout, effectivement. Tout le monde est en train de devenir fou, quoi. Mais c'est intéressant parce que cette descente aux enfers, elle est ultra graduelle et ultra bien faite. Parce qu'effectivement, on a heure 2, t'as le gars qui attendait son entretien d'embauche, qui est en retard, qui regarde sa montre. Encore une fois, il y a une mise en un focus sur sa montre pour montrer l'heure. Et en fait, il se dit, l'autre déclenche son pouvoir. On a une case qui montre qu'il déclenche son pouvoir pour l'arrêter, et que je dis en fait je vais rester. Il met la télé en place, et en fait on passe donc une heure après encore, il y a le soap opéra qui commence à devenir complètement fucked up, parce qu'on a la case d'après où on voit effectivement c'est une pub ou c'est Kermit ou je sais pas quoi, un mec qui parle avec un dinosaure où il dit grosso modo que à travers le monde, tout le monde est en train de se faire du mal. Je sais pas comment il dit ça. C'est surtout que c'est une émission pour enfants et que le mec se suicide, ou en tout cas parle de suicide en direct. Oui, il dit voilà, si vous voulez que vous coupez les veines, n'oubliez pas de bien insister sur cette partie-là du corps. Comme ça, t'as vraiment un truc de waouh, ok, c'est un peu chelou. La phase d'après où le couple veut partir, mais finalement il reste aussi sans comprendre pourquoi.
comment elle s'appelle, la jeune fille qui fait un mot à sa copine pour essayer de se faire pardonner, qui arrive pas à le finir ou qui s'endort dessus. Et la phase d'après, tout le monde est dans son propre rêve de ce qu'il rêve le plus au monde. Et c'est violent. Et là, ça devient ultra violent, quoi. On a quoi? Le jeune qui est devenu PDG de l'entreprise. Gary, donc Monsieur Fletcher, qui se tape une pute à $20 dans la décapotable, et ensuite il la frappera, la jettera hors de la voiture, et il se sentira vachement bien. Ouais. Et sa femme qui, elle, ne craindra plus les infidélités justement de son mari, puisqu'on la voit, elle lui a coupé la tête et elle regarde sa tête coupée, posée sur un plateau. Ouais, et elle je sais pas si elle l'embrasse ou elle lui lèche quelque chose, parce que sur la case d'après, on le voit en fait la langue tirée et porter cette tête vers elle. Donc je sais pas si elle embrasse la tête coupée ou un truc comme ça, mais c'est un peu chelou, effectivement. Et ça renvoie à... Comment elle s'appelle Salomé? C'est la femme qui avait demandé la tête de Saint Jean-Baptiste, et on lui a amené la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Ah, c'est possible, ouais, d'accord, ok. J'avais pas la ref. Ça, effectivement, tout devient fucked up. Voilà. Ensuite, à un moment donné, il y a une orgie. Oui. Ensuite, il y a ce qui est peut-être un des pires trucs, il leur redonne un moment de lucidité. Donc ils se rendent tous compte que c'est affreux ce qui est en train de se passer. Ouais. Et puis surtout, il lui demande pourquoi vous nous faites ça, pourquoi vous êtes comme ça. Parce que je peux. Parce que je peux. Et donc oui, on continue de s'enfoncer dans l'horreur. Ensuite, on fait la connaissance. Enfin, on a le récit de l'expérience et du fantasme nécrophile de Madame Fletcher, qui raconte une expérience qu'elle a eue dans une morgue quand elle était ado. Donc là, tu commences déjà à être pas super bien. Non, clairement. Et là, tu as une des pires séquences, c'est la conclusion de l'histoire de Marsha et de Beth Monroe, dans une séquence de une planche absolument affreuse qui pousse l'horreur à la fois visuellement et dans ce qu'elle raconte. Donc visuellement, ils sont en train de tout se raconter, de tout se déballer le fond de leur histoire, pendant qu'elle lui plante des clous dans la main. Et donc déjà, ça c'est dur. Alors, elle place le clou et lui se plante. C'est lui qui a le marteau dans la main, si j'ai pas de conneries. Ah oui, t'as raison. C'est ça. Et elle place le clou sur la main et lui, il vient planter le truc. Voilà. Et donc il avoue tous ces derniers trucs. Et là, pareil, vraiment, on s'est dit, il les cherche à aller le plus loin possible. Donc, il explique que sa femme s'est mise à boire parce qu'elle savait qu'il la trompait avec Beth, qu'il lui a sciemment laissé une caisse de vodka quand il s'est absenté une semaine. Donc, c'est pratiquement comme s'il l'avait assassiné. Et pour finir, qu'il s'est tapé le fils de Beth qui se prostituait en prison. Franchement, au bout de cette scène, on n'est pas bien du tout. En fait, je sais pas quelle est la part de réalité ou de torture qu'il aurait voulu faire ou un truc comme ça, mais c'est incroyablement horrible. En vrai, c'est horrible. Ah non, t'es vraiment... et puis après, ça enchaîne, ils deviennent carrément des animaux, puisqu'il y en a un qui égorge, Monsieur Fletcher égorge le jeune Mark avec ses dents. Il y en a une autre, je sais plus qui c'est, qui se crève les yeux. C'est Judy. Voilà, avec 2 pics à glace, tout va bien. Deux pics à glace. Et finalement, à la 22e heure, ils sont tous morts. Il y a une pleine planche où on voit John Dee debout seul, entouré de tous les cadavres, avec au premier plan cette fameuse horloge, la même qu'on avait en enfer. La même qu'on avait en enfer. Et on voit sur une planche au tout début, que je revienne et que je la trouve, au moment où ça commence à partir en couille, il y a, comment s'appelle la jeune fille qui s'est engueulée, Judy. Il y a Judy qui est en train d'appeler au téléphone la mère de Donna pour savoir où elle est. Et en fait, sur le premier plan, on a aussi juste avant une horloge. Une horloge. Et en fait, je viens de voir qu'elle était encore là plusieurs fois et que je l'ai pas revue. C'est pas, ils nous prennent la tête avec leurs horloges. Ouais, je comprends pas. Effectivement, elle est encore là lorsqu'il commence à parler avec John Dee pour lui demander pourquoi il fait ça. Effectivement, on la voit 2 fois sous une autre forme encore. Toujours sur cette forme de cloche de verre. Et c'est toujours la même heure qu'il y a dessus, j'ai l'impression. J'ai pas fait gaffe, tu regardes encore plus en détail que... Ouais, c'est toujours la même heure. Il a toujours, je sais pas si c'est 2 heures ou minuit 10. Voilà, j'ai vraiment le détail de dessin. Et alors, clairement, c'est plus un hasard là. Elle est là, elle est posée à chaque fois, quoi.
Et bon, à 22e heure, 23e heure, John Dee tout seul attrape des mouches, ce qui est aussi une petite mise en parallèle, puisqu'il parle de ses victimes comme de mouches tout au long de l'épisode, et donc là on le voit attraper une mouche et la manger. Et 24e heure et dernière planche, arrive enfin le grand absent de l'épisode. Parce que, on l'a pas souligné, mais il n'est pas là. Donc, pas une seule fois, il est évoqué, mais il n'est pas là une seule fois. Il arrive enfin. Ce qu'on peut dire sur cet épisode, c'est qu'il glace le sang, quoi. C'est vraiment un truc. Ça fait penser à un épisode de la 4e dimension qui se passe dans un dîner. Il y en a un d'ailleurs où en fait il y a un peu le même principe où ce qui se passe dans le dîner reflète ce qui se passe partout dans le monde. Alors c'est beaucoup plus... Ça fait un peu peur, mais c'est pas aussi horrifique, mais c'est une invasion extraterrestre en fait. Et il y a des gens dans un dîner qui sont en train de regarder à la télé, qui voient qu'il y a des extraterrestres qui arrivent, et on découvre à la fin que parmi les gens du dîner, en fait, il y en a, c'est déjà des extraterrestres infiltrés. Enfin bon, bref. Enfin vraiment, c'est un épisode très 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 éprouvant. On est soulagé de voir Dream arriver à la fin en se disant qu'est-ce qu'il va faire. Mais en fait, du coup, je me demande, parce que là, on arrive sur la fin de l'arc. Même en tant que lecteur, quand on ne connaît pas l'histoire, on se doute que Dream va gagner et va récupérer quand même son objet. On ne sait pas exactement comment ça va se terminer, mais la question que je me pose, c'est à quoi dans l'arc narratif cet épisode sert réellement ? C'est-à-dire qu'en fait, il a, à part montrer le pouvoir de ce rubis et de comment il peut être mal utilisé, en soi, ça amène plein de choses, mais ça amène vraiment... une bizarrerie en fait en plein milieu, quoi. Alors c'est sûrement l'effet voulu dans l'idée, mais en fait je me dis, si cet épisode n'avait pas eu lieu comme ça, aussi violemment, on aurait pu quand même montrer la puissance de cet objet et la bizarrerie de la pensée de John Dee autrement et en moins de temps. Mais là on prend un épisode entier pour ça, quoi. C'est vrai, moi je pense que déjà ça crée Enfin, ça nous fait ressentir tellement émotionnellement, tellement fort la folie du personnage que ça le rend vraiment très effrayant et qu'on a d'autant plus envie qu'il soit battu. Mais c'est surtout, je crois, je revois ce que je disais au début, enfin ce que Neil Gaiman disait, c'est que thématiquement cet épisode il est fondamental. C'est de remettre en place l'idée que ce qui compte, c'est les histoires. Toutes les histoires. En dehors de l'histoire de Beth Monroe, tous les personnages ont tous une histoire écrite, complète, compréhensible. Je crois que c'est vraiment ça. C'est un jusqu'au boutiste, Gaiman, j'ai l'impression, du coup. Et donc, troisième et dernier épisode qu'on va traiter aujourd'hui, c'est l'affrontement final qui porte bien son titre avec bruit et fureur, Sound and Fury. Ce bruit et cette fureur, c'est le torrent de haine, de rage que Dee va déverser dans le monde du rêve. Et Sound and Fury, c'est une citation c'est pas la première fois qu'elle apparaît d'ailleurs. C'est une citation de Shakespeare, de Macbeth, acte 5, scène 5, où quelqu'un dit la vie, c'est une fable racontée par un idiot pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Ok, tellement stylé. Donc voilà. En intro d'épisode, on nous remonte en 2 planches que le monde, par 4 différents exemples, que le monde est en proie au chaos. Donc on a des avions qui se crashent, des gens qui torturent d'autres gens, etc. Des personnes qui essayent d'envoyer des secours à travers la radio, mais qui n'y arrivent plus du tout. Donc ça va mal. Et franchement, la planche où tu as vas-y. Non mais vas-y. T'as Sound and Fury, donc le titre de l'épisode, avec une seule case en plein milieu, entourée, bordée de noir, avec John Dee qui tend le rubis et Dream qui est en face de lui en lui disant « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Elle est incroyable. Je trouve, franchement, elle est folle, quoi. Et donc, dans un premier temps, Morphée va essayer de raisonner Dee. Dire arrête, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais ce qui est évidemment impossible, là Dee annonce son plan, qui est « Je veux démembrer le monde et danser sur ces décombres ». Donc, trop bien. On est sur du nihilisme total. L'affrontement est donc inévitable et Morphée décide de déplacer le combat dans le monde des rêves. Ouais, il se prépare, j'aime bien parce qu'il met son masque, donc c'est rare qu'on puisse le voir avec, qui est
pas beau, hein, son masque qui Non. crado de ouf. Mais c'est intéressant parce que du coup, il dessine une porte, il rentre dedans, mais quand on voit les bulles de Dream, donc qui sont toujours sur fond noir écrit en blanc, on a le contour de la bulle qui est toujours un peu, je vais pas dire mielleux, mais qui montre qu'il a une voix, une intonation qui est peut-être un peu lente, un peu traînante ou sans émotion du coup. Et quand il met son masque, juste après, il a ces bulles qui explosent un tout petit peu. Tu sens qu'il force sur sa voix, au tournoi du moment que sa voix prend une autre intonation. Et je trouvais ça super intéressant. Oui, j'avais pas. Voilà, c'est vraiment Non, le c'est détail. Ah, tu sais, c'est vraiment assez rond en fait quand il parle, et quand il met son masque, t'as vraiment un peu plus de pointe qui sort en Oui, mode. t'as raison. Soit il s'énerve, soit son masque rend une voix un peu plus puissante. Donc Morphée part dans le monde des rêves et dit grâce au rubis, il va pouvoir le suivre. On a de nouveau un petit intermède pour nous montrer l'horreur du monde avant d'entrer dans le monde des rêves avec John Dee qui arrive dans une séquence complètement tarée, la séquence César. Ouais. Il est habillé en Jules César. Il dit j'ai rêvé que je violais ma mère. Ce à quoi, qu'est-ce que ça veut dire là, il y a un chœur qui lui répond ça veut dire que tu vas dominer le monde, c'est une symbolique, ta mère c'est la terre-mère, donc tu vas dominer le monde. Puis après, quelqu'un d'autre qui dit non, pas du tout, ça veut rien dire du tout, ça veut juste dire que tu as rêvé que tu violais ta mère, quoi. Et ça part en vrille. Là, il y a des références aussi assez. Il y a des références aussi. Attends, je me perds dans mes pages. Je t'en prie. Ah oui, c'est là. Il y a des références aussi assez pointues quand les créatures qui sont là lui disent, lui il est habillé en César, donc, et les César, méfie-toi des idées de Mars. Ça, j'avoue, je n'ai pas la ref. Alors c'est du pointu. Alors méfie-toi des idées de Mars. Et ensuite il dit non, c'est pas tout à fait ça. C'est quoi méfie-toi de la marche des idées. Alors c'est en fait c'est un jeu de mots sur qui marche mieux en anglais qu'en français, Oui, parce que en anglais c'est toujours marche. C'est march le mode et c'est tandis qu'en français ils doivent passer de Mars à marche. Mais enfin l'idée c'est en fait c'est une référence aux ides de Mars. Les ides de Mars, c'est une date dans les calendriers romains. Et les ides de Mars, c'est le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. C'est le jour de l'assassinat de Jules César, qui a été assassiné le jour des ides de Mars. Donc quand la créature lui dit méfie-toi des idées de Mars, et qu'il lui répond non, c'est pas ça en fait, c'est pas exactement, parce que c'est méfie-toi des ides de Mars. Et même dans l'histoire nous dit, on sait pas si c'est vrai, mais que Jules César avait été prévenu justement qu'un aruspice lui avait dit de se méfier des ides de Mars, et qu'il s'est pas méfié, et qu'il a été assassiné donc par Brutus, tout Tucoque Mifili. Et dans cette scène d'ailleurs est citée la citation de Macbeth avec le bruit de la fureur et l'idée que la vie c'est une fable racontée par un idiot. Ça revient dans cette scène, donc vraiment. Mais elle est très étrange cette séquence César, mais elle est juste là pour nous déstabiliser, pour nous faire rentrer. Je t'avoue, quand je l'ai lu, je me suis dit ok, pourquoi cette ref et pourquoi César et pourquoi ça, je l'avais pas plus que ça, mais encore une fois c'est assez puissant, donc ça marche très très bien. Et puis la scène d'après passe vraiment plus sur un truc super héroïque, quoi. Oui, donc juste après, ensuite il rentre véritablement dans une traversée du monde des rêves. En fait, il poursuit Morphée. Il cherche à le retrouver. Il y a des planches là qui sont vraiment tarées, hein, en fait, faites de collages, de photos dont on a changé la couleur, des bouts de pellicule. C'est très... plein de personnages qui portent tous le casque de Morphée dans un montage bizarre. Enfin, tout est fait pour nous mettre mal à l'aise, et on nous dit d'ailleurs que tous les dormeurs sont perturbés, ils hurlent, ils gémissent, et qu'ils sont pris dans le noir de leur cauchemar. Et Dee va prendre une apparence, pour le coup, un peu une apparence de super vilain. Ouais, c'est la cape qu'il porte à la base quand il est effectivement. Voilà, il se retrouve avec une cape, donc il reprend une apparence de super vilain un peu classique. Et je le répète, mais vraiment bruit et fureur, c'est vraiment ce qui déverse dans le monde. Il y a quelque chose d'une violence incontrôlée et incompréhensible dans le personnage, dans ce passage où vraiment il veut tout détruire. Il secoue en profondeur le monde des rêves. On revoit d'ailleurs la femme au corbeau qui, pour la première qu'on avait vue et qui est identifiée comme étant Ève.
Donc, c'est la première fois Oui. qu'elle est référencée Ouais, comme ouais. étant Ève. On retrouve comment ils s'appellent, les gardiens des histoires, donc Abel et Caïn, qui sont Et terrifiés, Grégory. et Grégory, leur monstre, et on nous dit les secousses et les lumières envoient les gardiens des histoires à l'abri, leurs monstres se cachent avec eux sous le lit. Ouais. Ce qui est l'idée du summum du cauchemar, en fait. Ouais, clairement. C'est que même les monstres de cauchemar ont peur et se cachent. Et c'est fou parce qu'en vrai, y a, dans les planches, on n'a rien qui montre, je trouve, cette puissance ou la folie qui s'abat sur le monde à travers les rêves, à travers les cauchemars. Visuellement, si tu lis pas, t'as pas cette sensation de tout est en train de partir en couille, quoi. Non, on est collé à John Dee. Mais par C'est contre, fou, quoi. moi je trouve qu'on ressent très très fort sa violence interne, quoi. Ouais. Sa volonté de destruction absolue, qui terrifie même jusqu'au destin, qui, je crois, c'est la toute première apparition du destin. Je crois que dans un épisode précédent, j'avais dit qu'on l'avait déjà vu, mais je crois que je me suis trompé. On l'avait évoqué, mais c'est la première fois qu'on voit le destin, donc un des autres infinis. Il n'est pas mentionné comme étant un des infinis. À ce stade, on ne le sait pas forcément. Mais on nous dit que le destin hésite à tourner la page de son livre. Ouais. C'est dire à quel point ce qui est en train de se passer est terrifiant. Comment Et c'est grave. traduit en français parce que c'est là où il y est, c'est marqué In the garden and the forking ways. Donc j'imagine le jardin des choix ou des... Ils ont traduit par dans le jardin au sentier qui bifurque. Ah ouais, ça marche super bien. Ça marche bien, hein. Ah, ouais. Et la traduction dans l'ensemble, elle est franchement... elle est trop bien. Il y a des très 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 belles choses Ouais, pour le coup, dans ça cette marche. traduction. Donc, puisqu'on en est au point où le destin lui-même a peur de la suite, il est plus que temps que Morphée intervienne, et Clairement. donc il arrive, il dit assez, stop, il se retrouve face à John Dee. Mais Morphée est affaibli, hein, il faut pas l'oublier. Il peut toujours rien faire, et c'est fou parce que du coup, le fait de mentionner Destin qui hésite, pas dire qu'il a peur non plus, mais qui hésite, on se retrouve à comprendre encore une fois à quel point la puissance de Dream de Morphée dans cet univers-là est intense. Est intense, oui. Vraiment, il est capable de tout. Il pourrait détruire absolument tout, et même jusqu'à détruire ses frères et sœurs presque. Oui, parce que j'étais peut-être passé un peu vite sur l'intro. Quand ils discutent dans le bar, Morphée a bien réexpliqué encore plus en détail le rubis, à savoir que donc c'est lui qui l'a créé. C'est son pouvoir à lui qui est dedans. C'est son pouvoir à lui qui est dedans, mais c'est plus que ça, c'est même un fragment de son âme qui est intérieur. Donc il est véritablement affaibli parce qu'il est privé d'une grande partie de ses pouvoirs depuis qu'il a créé ce rubis et que ce rubis ne lui appartient plus. Et du coup, quand on sait qu'il va retrouver ses pouvoirs à un moment, mais du coup, quand il les aura, toute cette puissance, tout cet arc narratif finalement aura été là pour dire waouh, les gars, voilà qui on va suivre l'histoire, et on est encore qu'au début de tout ça. Hein. C'est clair. Donc c'est le dernier affrontement, Morphée qui est affaibli, il tente une dernière fois de le raisonner, il le supplie d'arrêter, mais l'autre déverse encore plus de haine, de rage, de bruit et de fureur, jusqu'à une explosion qui balaye tout. Qui détruit tout. Et Incroyable, là, le vide. Et le vide. Et ça ne laisse qu'une page blanche dans laquelle flotte John Dee, une pleine page blanche. L'effet est extrêmement fort. Ouais, ça marche bien. Il est seul. Surtout que juste avant, on a vraiment deux pages dans lesquelles en fait il y a du rouge partout, il y a des flammes, il y a du pouvoir, il y a vraiment... les 4 pages d'avant, même, c'est vraiment très fort. Et d'un coup, c'est vide. Tout d'un coup, c'est vide. John Dee, il est là, il est seul. Morphée semble avoir été désintégré, de même que le rubis, qui a été poussé à bout jusqu'à se briser. Et là, seul dans le vide, Dee, enfin calme, révèle en fait sa blessure et les raisons de son déchaînement. Là, il y a 6 cases et un bout de texte qui sont, que je trouve d'une puissance terrifiante. C'est-à-dire qu'on a vu ce mec qui était complètement taré, dont on ne comprenait pas les motivations. Et il finit par dire « Donc je règne sur le monde des rêves, je me cacherai dans les rêves, jamais je ne reviendrai au monde réel où les gens vous font du mal, où sont indifférents, où ils meurent quand on a besoin d'eux. » Et en fait, John Dee, c'est un petit enfant perdu. Bien sûr, il a été enfermé par sa mère, il a été oublié de tous, il a fait peur à tout le monde et personne ne veut lui. Alors, on en retrouve toujours quelque chose d'humain au final, c'est ça qui est triste. Franchement, c'est cette double planche, donc la planche où il est tout seul qui flotte dans le blanc et la planche qui suit, elles sont en plus en vis-à-vis, où il a ce petit moment, tout d'un coup, toute cette fureur qui retombe et cette angoisse d'un petit garçon perdu, je trouve ça tellement puissant. Je l'ai dit plusieurs fois, mais cette double planche, je la veux. Je la veux sur un mur, parce qu'en vrai, elle révèle tellement de choses, elle est incroyable.
Elle est incroyable. Et puis, grand retournement en tournant la page, où on découvre Morphée, bien vivant, plus grand et plus puissant que jamais. Et en fait, on retrouve que John Dee était dans la main de Morphée. Le seul truc blanc qu'il y avait, c'était la main, en fait. Oui, d'ailleurs, John Dee qui disait je pensais que quand je serais roi, on m'applaudirait, je pensais que quelqu'un dirait quelque chose, et on tourne la page, et on voit Morphée qui le tient dans sa main et qui lui dit « Merci, John Dee ». Oui, merci, parce qu'il a détruit, du coup, le rubis qui a relâché tout son pouvoir, et qui était finalement tout le pouvoir que Morphée pouvait a pu reprendre. Et donc cette planche d'ailleurs, cette pleine planche où il le tient dans sa main, des fois c'est les idées les plus simples qui fonctionnent le mieux, mais ça nous renvoie immédiatement à la puissance, complètement directement la démesure en fait des détails. Et donc on retrouve un Morphée alors puissant, restauré, apaisé, et qui finalement est étonnamment, au vu de tout ce qu'on l'a vu faire dans les épisodes précédents, ne songe pas du tout à se venger. Non, et c'est marrant parce que du coup, alors on verra dans l'épisode suivant, mais pour le coup là, je pense que le fait que John Dee ait exprimé ses doutes, ses blessures internes, en fait, calme quand même Dream sur le fait de dire ok, c'est quelqu'un qui est blessé, en fait, et qui a besoin d'autre chose, j'ai l'impression. Alors c'est marrant, moi mais c'est ça qui est intéressant, moi je le lis pas du tout comme ça. Ah ouais ? Moi l'impression que ça me donne, c'est qu'une fois qu'il est restauré dans sa pleine puissance, il est au-delà de tout ça. Ah ouais, d'accord. Et c'est pas tant qu'il pardonne, mais c'est plutôt qu'il s'en fout. Ah ouais, je suis d'accord. Et parce qu'il comprend même pas. Et puis, avec les sentiments humains, il est toujours un peu décalé. Il est pas comme nous. C'est-à-dire que d'un côté, il dit en même temps, tu m'as libéré. Donc c'est grâce à toi. Donc si t'avais pas détruit le rubis, je serais pas revenu. Donc il y a un équilibre des choses, quoi. Il y a un côté détaché, et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu avant, je veux dire, on l'a vu punir ses geôliers de manière systématique. On nous a quand même appris dans l'épisode de l'enfer qu'il a enfermé une femme pendant 10 000 ans en enfer et qu'il peut pas lui pardonner. Donc il est pas non plus tout gentil, quoi. Voilà, et là tout d'un coup, il a un truc je sais pas. Moi, il me donne plus l'impression d'être détaché de s'en foutre. Mais je sais pas en fait. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est toujours. Il nous échappe toujours. Après, la discussion d'après, en fait, montre que y a quand même un équilibre qui a été fait, parce qu'il lui dit, John Dee dit, je suis désolé, j'aurais jamais dû faire ça. Enfin, il dit, je suis juste désolé. Et Morphée lui répond, j'en doute pas. De toute façon, mais quoi qu'il arrive, t'aurais jamais dû utiliser mon pouvoir, mon rubis. Il est pas fait pour les mortels. Et les dégâts qu'il a dû faire à ton esprit sont considérables. Et du coup. Il y a un effet de tu t'es puni toi-même en fait dans tout ça, et alors effet grâce à toi, grâce au fait que t'aies détruit le rubis, j'ai récupéré mon pouvoir, et tu t'es fait du mal à toi-même en fait, donc finalement est-ce que tu t'es pas puni? Et effectivement John Dee lui demande tu vas rien faire, c'est ça ce que tu es en train de dire? Et si je vais faire quelque chose, je vais te ramener à la maison. Et on boucle avec le début du premier épisode de cet arc, qui est donc il le ramène à Arkham, où on retrouve l'épouvantail pour un épilogue. Et du coup, on est bien 24 heures, un peu plus que 24 heures après, donc on n'est plus le 1er avril, et l'épouvantail a fini sa blague, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Et là, ils rediscutent effectivement sur je t'avais dit que tu reviendrais quoi qu'il arrive, on revient toujours ici. Oui, avec une petite citation sympathique, une allusion au magicien d'Oz. On est vraiment bien que chez soi. C'est la phrase de Dorothy quand elle revient chez elle. Parce qu'en anglais, c'est pas le magicien d'Oz, c'est Faust. Non, mais il y a les deux. Attends. Il y a la citation de Faust, et la case d'après, la dernière case. Is there no place like home? Oui, alors qui en français. Professeur Crane. Voilà, et ben ça c'est une référence au magicien d'Oz. C'est ce que dit Dorothy. Je savais pas. Ok, d'accord. C'est ce que dit Dorothy. Oui, parce qu'on a l'épouvantail. Voilà. Mais oui, trop bien. D'accord. Ok, j'avais pas la ref. Voilà, donc il l'a ramené. C'est une très sympathique allusion au magicien d'Oz. Et puis Morphée offre au monde, à John Dee et au monde, en une nuit paisible. Et après tout ce bruit et toute cette fureur, ne reste qu'un seul bruit, la cadence douce, régulière des dormeurs, inspirant, expirant. Écoutez, vous l'entendez. Ouais, trop bien. Là, pareil qu'une case où on voit sa cape, tout est blanc autour de lui, et dans sa cape on a le monde, en fait, on a l'asile d'Arkham, et qui représente finalement toute la paix qu'il peut y avoir à tout le monde. C'est assez coolos.
Sachant que l'annonce de l'épisode d'après est intéressant parce que le titre, enfin, c'est pas le titre, mais c'est l'annonce de ce qui va se passer dans l'épisode. Il y a marqué Next, a Death in the Family. On est en 89 ici, dans cet épisode-là, sachant que l'épisode de Death in the Family de Batman où Robin est tué par le coup du Joker est en 88. Donc, je sais pas si c'est pas une ref qui est faite à ça directement. Oui, en fait, c'est sympa. Il y a ça, mais c'est aussi il en parle dans ses entretiens pendant les premiers numéros. Systématiquement, il annonçait un titre en fin d'épisode qui n'était pas le titre exact de l'épisode suivant. Complètement. Et il adorait faire ça, mais il a dû arrêter parce qu'en fait, ça mettait en PLS les gens de l'édition. Ils devenaient tarés, ils comprenaient pas, et donc au bout d'un moment, il a arrêté. C'est une des dernières fois qu'il le fait. C'est aussi, il y a peut-être la référence à Batman, mais c'est surtout un clin d'œil à ce qu'il va faire, puisque c'est A Death in the Family. Et dans l'épisode suivant, on va nous présenter sa sœur, la mort. Mais pour aujourd'hui, on va s'en rester là, nous deux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un sacré gros morceau qu'on a là. Mais on continue. Mais bien sûr. Et ben alors, à la prochaine. Fin de transmission.